Colonisation, c'est l'implantation dans un pays étranger d'un pouvoir qui n'est pas autochtone et qui se réclame d'un certain nombre de principes tels que la civilisation, entre guillemets, de ces peuples étrangers et ce qu'on appelait la mise en valeur économique et sociale. Décolonisation, c'est quelque chose en fait de très ambigu. C'est la rupture du lien de dépendance par rapport à l'ancienne puissance coloniale, mais il me semble que ceux qui ont décolonisé pensaient poursuivre d'une certaine manière les objectifs de la colonisation. Ich bin ein Berliner. It is complete independence that we want. I have a dream. Ébranlées à l'issue de la Première Guerre mondiale, les puissances coloniales européennes perdent définitivement leur capital de prestige au cours du second conflit mondial. Partout émergent des mouvements nationalistes de plus ou moins grande ampleur, soutenus pour la majorité d'entre eux par l'URSS et bénéficiant d'une audience internationale grâce à la tribune de l'ONU. C'est en Asie que se produit la première grande vague de décolonisation. Les possessions britanniques d'Inde, de Birmanie et de l'île de Ceylan accèdent à l'indépendance dès 1947-1948. Cependant, à l'exception de la Grande-Bretagne, les puissances coloniales européennes rejettent l'idée d'émancipation. Les Pays-Bas engagent des opérations de maintien de l'ordre en Indonésie, qui n'empêchent pourtant pas les anciennes Indes néerlandaises de recouvrer leur autonomie à la fin des années 40. En Indochine, la France doit faire face à une guerre longue de 8 années, qui s'achève par la défaite de Dien Bien Phu en 1954. Les pays d'Afrique sont les derniers à s'émanciper. Le Maghreb connaît une phase de décolonisation plus ou moins négociée, à l'exception de l'Algérie, qui ne devient indépendante qu'à l'issue d'une nouvelle guerre, qui s'étend de novembre 1954 à mars 1962. L'Afrique noire, quant à elle, qu'il s'agisse des possessions britanniques ou françaises, se libère du joug colonial dans le cadre d'un processus généralement négocié et relativement pacifique. La décolonisation prend définitivement fin au milieu des années 70 avec l'accession à l'indépendance des anciennes possessions portugaises. Vaincues militairement dès 1940 pour certaines, acculées à la défensive et menacées d'invasion pour d'autres, les puissances coloniales sortent profondément affaiblies du second conflit mondial. Il leur faut tout à la fois reconvertir leur infrastructure industrielle, remettre sur pied leurs économies et reconstruire des villes et des régions parfois entièrement dévastées. Plus encore qu'en 1918, la guerre a définitivement fait perdre aux États européens le capital de prestige dont ils bénéficiaient dans le monde depuis près de 4 siècles. En Asie notamment, les Japonais ont tout fait pour promouvoir pendant la guerre le thème de l'anticolonialisme contre les Blancs et n'ont pas hésité dans les territoires qu'ils occupaient à soutenir les mouvements indépendantistes naissants. De même, les Alliés ont assimilé leur combat tout au long du conflit à une croisade pour la liberté face à des États fascistes conquérants, intransigeants et sans scrupules. Après la Seconde Guerre mondiale, après ce traumatisme mondial, après ces plus de 50 millions de victimes, après cette découverte que l'homme peut s'autodétruire de façon aussi forte, il faut une structure internationale pour tenter de maintenir la paix. Comme l'avait tenté la SDN, la Société des Nations, durant l'entre-deux-guerres. Mais l'ONU, cette fois-ci, se dote de moyens supplémentaires, se dote de structures comme les casques bleus, et l'ONU affirme aussi que chaque peuple, les 51 premiers États membres de l'ONU, de la conférence de San Francisco, sont avec des droits internationaux équivalents.
Ainsi, la Charte de l'Atlantique, adoptée le 14 août 1941, proclame solennellement le droit qu'a chaque peuple de choisir la forme de gouvernement sous laquelle il doit vivre. Ce principe prend valeur universelle, après la signature de la Charte des Nations Unies le 26 juin 1945 à San Francisco. Dès la colonisation, il y a le refus. Il y a la non-acceptation, qui dans un premier temps ne peut pas s'exercer parce que les puissances coloniales sont tellement fortes qu'aucun mouvement de protestation ne peut être entendu et puis ne peut être réalité. Mais progressivement, le système va se fissurer. Se fissure par quoi? Les deux guerres, 14-18, 39-45, où à chaque fois, du fait de la très forte participation des troupes des empires, des troupes coloniales dans les deux conflits, les soldats de ces colonies qui se sont battus pour leur mère patrie se disent après-guerre, mais il faut que j'obtienne enfin des statuts différents. Il faut que enfin j'obtienne des droits, mais aucun droit. L'URSS, depuis l'époque de Lénine, se veut une force d'appui au mouvement d'émancipation des peuples colonisés dans le cadre de la Révolution mondiale. Ses dirigeants soutiennent systématiquement les pays d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie à la tribune de l'ONU dès 1947. Cette action est fréquemment relayée par des partis communistes nationaux européens. Les États-Unis, anciennes colonies anglaises émancipées, sont par tradition opposés à la possession de colonies. Pour s'assurer le soutien des peuples coloniaux, Roosevelt n'a pas hésité pendant la guerre à leur faire des promesses d'émancipation. Poursuivi par son successeur Truman, cette attitude critique à l'égard du fait colonial s'avère cependant plus ambiguë à partir de 1948. À cette date, en effet, les impératifs liés à la guerre froide imposent aux Américains le soutien au maintien de la tutelle européenne dans les zones menacées de tomber dans l'orbite soviétique. Dès sa création en 1945, l'Organisation des Nations Unies devient l'une des tribunes du débat colonial. Les tenants du statu quo et ceux de la décolonisation s'y affrontent dans des joutes enflammées. Conduite par l'Inde et l'Égypte et soutenue par l'URSS, le bloc anticolonial, qui comprend les pays d'Amérique latine et arabo-asiatique, parvient ainsi dès 1948 à infléchir l'action de l'ONU en obtenant l'évolution des anciens territoires sous tutelle vers l'indépendance sous contrôle international. Leur combat exerce une véritable fascination sur les mouvements indépendantistes. C'est en Asie que les conséquences du courant anticolonial né de la Seconde Guerre mondiale se font le plus immédiatement sentir. En 1945, le principe de l'indépendance de l'Inde, fleuron de l'Empire britannique, est acquis. C'est au début 1946 que le gouvernement travailliste prend la décision d'aller très rapidement vers l'indépendance. À l'époque, il la fixe pour 1948, ce qui paraît déjà extrêmement accéléré comme processus. Mais comme ensuite les négociations vont être bloquées à la suite des divergences en particulier entre le Congrès et la Ligue musulmane, on va accélérer les choses à partir de l'arrivée de Mountbatten comme dernier vice-roi en mars 1947. Et on va faire cette décolonisation dans une extraordinaire précipitation, puisque Mountbatten arrive en mars, et que le 15 août 1947, l'Inde et le Pakistan sont devenus deux États indépendants. D'une façon générale, les Britanniques préfèrent éviter l'épreuve de force et s'attachent à concilier l'octroi de l'autonomie interne et le maintien de leur influence, notamment dans le domaine économique. C'est-à-dire que la colonisation a changé de visage. Au lieu d'être une colonisation où je prends ce qui m'intéresse et je pars avec, maintenant c'est l'agent commercial qui arrive avec sa petite sacoche, sa belle cravate et son costume 3 pièces et qui vient faire du négoce. Les colonies anglaises d'Asie du Sud se voient ainsi proposer l'indépendance en échange de leur adhésion au British Commonwealth of Nations. Cette association, créée en 1926, est ouverte à toutes les anciennes colonies britanniques et permet au Royaume-Uni de conserver des liens très étroits avec ces dernières, tant du point de vue de la politique étrangère que des questions militaires et économiques. La Birmanie accède à l'indépendance en 1947, mais contrairement à l'Inde et au Pakistan, refuse d'intégrer le Commonwealth. L'année suivante, c'est au tour de l'île de Ceylan de recouvrer son autonomie dans le cadre d'un self-government intégré au Commonwealth. En Malaisie, les Britanniques adoptent une politique plus ambiguë. Désireuse de conserver la haute main sur les richesses naturelles du pays en étain et en caoutchouc, la Grande-Bretagne s'efforce de maintenir l'essentiel de son pouvoir en place.
Cette intransigeance est à l'origine d'un long conflit entre le Royaume-Uni et les nationalistes malais soutenus par le Parti communiste local. Si la fédération malaise devient indépendante dès 1947, ce n'est qu'en août 1957 que le protectorat britannique sur ces États est définitivement abrogé. Détaché de la Malaisie en 1946, Singapour devient également un État constitué en juin 1958. Si l'on accepte la Grande-Bretagne, toutes les autres nations coloniales européennes sont convaincues, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, que la perte de leurs possessions signifierait la fin de leur statut de grande ou moyenne puissance. Les Pays-Bas considèrent ainsi qu'ils ne peuvent se passer de leur empire et de ses richesses, qui seules sont en mesure de leur assurer la prospérité économique et une influence sur la scène internationale. Les troupes néerlandaises débarquent à l'automne 1945 en Indonésie, dont l'indépendance avait été proclamée le 17 août précédent par un groupe nationaliste mené par l'ingénieur Sukarno. Sukarno a été en fait très proche des Japonais pendant la guerre et qu'il a utilisé en fait de façon très habile la présence japonaise pour se renforcer face aux Néerlandais avant de proclamer l'indépendance justement au moment de la capitulation japonaise. Le gouvernement hollandais accepte pourtant de négocier, tout en cherchant à reprendre le contrôle du pays. Certains milieux d'affaires hollandais avaient des intérêts importants dans la future Indonésie. On l'a dit, pour beaucoup de Néerlandais, la grandeur du pays dépend essentiellement de cette puissante et riche colonie. Il y a aussi un autre facteur qu'il faut prendre en compte, je pense, pour l'Indonésie, c'est un réseau d'îles, des dizaines et même des centaines d'îles, et il est probable, en tout cas les Hollandais ont avancé cet argument, qu'ils ne souhaitaient pas se retirer sans que les minorités fussent assurées que leurs droits seraient respectés. Sukarno était animé par des tendances centralisatrices, alors que les Hollandais auraient aimé céder le pouvoir à un gouvernement de type fédéral, reconnaissant en quelque sorte les libertés et les autonomies des différentes îles et des ethnies, si vous voulez, qui les occupaient. Par les accords du 16 novembre 1946, les Pays-Bas reconnaissent le nouveau régime de Java et Sumatra et admettent la constitution des États-Unis d'Indonésie associés aux Pays-Bas. Mais en juillet 1947, les soldats hollandais envahissent Java et Sumatra et arrêtent en décembre de l'année suivante les dirigeants nationalistes. Tandis que la guérilla s'organise, les pressions internationales venues de l'ONU, des pays asiatiques, des États-Unis et de l'Union soviétique contraignent les Pays-Bas à reculer. En décembre 1949, ils doivent accepter l'indépendance des États-Unis d'Indonésie. L'union hollando-indonésienne, établie à cette occasion, est finalement dénoncée en 1954. À cette date, les liens entre la Hollande et son ancienne colonie sont définitivement rompus. Mais c'est en Indochine que se déroule le premier grand conflit de décolonisation. L'Indochine est depuis sa conquête à la fin du XIXe siècle le nom donné aux possessions coloniales françaises en Asie du Sud-Est. Elles couvrent de vastes territoires et comprennent au nord le Tonkin, au sud la Cochinchine et le Cambodge, et au centre du pays l'Annam et une grande partie du Laos. Jusqu'en 1930, l'administration française tente de mettre le pays en valeur en développant les industries et quelques cultures spécifiques comme celle de l'EVA. Elle recrute de nombreux travailleurs indigènes, soumis à des conditions de travail déplorables. Sous l'effet du mécontentement, se développe dans les années 1920 un mouvement nationaliste inspiré du Kuomintang chinois, tandis qu'en métropole, un jeune membre du Parti communiste français, Nguyen Anh Quoc, le futur Ho Chi Minh, milite pour l'indépendance du Vietnam. Il fonde en 1930 le Parti communiste indo-chinois, puis profite de la défaite française de 1940 et de l'invasion de la péninsule par les troupes japonaises pour créer l'année suivante la Ligue pour l'indépendance du Vietnam, le Viet Minh. Il recrute notamment un homme qui sera l'artisan des victoires militaires du Viet Minh, Vo Nguyen Giap, le futur général Giap. Le 9 mars 1945, un coup de force japonais élimine en quelques heures l'armée et l'administration française restée fidèle au régime de Vichy. L'empereur Bao Dai dénonce le traité de protectorat avec la France et se rallie à la Grande Asie orientale placée sous la coupe du Japon.
Mais la capitulation du Japon en août 1945 laisse le champ libre à Ho Chi Minh et à ses compagnons. Le leader communiste indo-chinois proclame ainsi le 2 septembre 1945 l'indépendance du Vietnam et la naissance de la République démocratique. Un gouvernement provisoire du Viet Minh, appuyé par les Américains, s'installe sous la présidence d'Ho Chi Minh, contraignant Bao Dai à l'abdication. Mandaté par De Gaulle, le général Leclerc débarque en Indochine le 5 octobre 1945 à la tête de troupes destinées à reprendre le contrôle du pays, sans toutefois rechercher ouvertement le conflit. En 4 mois, il réussit à reconquérir la Cochinchine, le Sud-Annam et le Cambodge. L'année 1946 voit toutes les tentatives de négociation échouer entre le gouvernement français et Ho Chi Minh. Le premier est prêt à faire des concessions dans le sens de l'autonomie politique, mais n'entend pas remettre en cause la souveraineté de la France. Il propose ainsi la constitution d'une fédération indo-chinoise dans le cadre de l'Union française. Le second entend au contraire promouvoir l'unité des 3 Qui, ou 3 provinces du Vietnam, Annam, Tonkin, Cochinchine, dans le cadre de l'indépendance. En décembre 1946, la guerre éclate. Alors en décembre 1946, il y a le bombardement de Haiphong par la marine française, car Haiphong a été plus ou moins investi par le Viet Minh. On peut considérer cette date comme le début de la première guerre d'Indochine. Ce bombardement est suivi par un assaut du Viet Minh sur Hanoï. 300 Français, des civils essentiellement, sont enlevés. Une partie d'entre eux seront assassinés. Là, c'est vrai, véritablement, fin 1946, le début des violences entre les troupes françaises et le Viet Minh. Et jusqu'à 1949, on va assister à une guerre de harcèlement du Viet Minh qui pratique à merveille la guérilla. Si les Français tiennent les villes et la plupart des régions vitales du pays, le Viet Minh parvient à instituer de véritables zones libérées dans certaines régions difficiles d'accès. Englués dans un conflit qui s'éternise, les Français cherchent des interlocuteurs non communistes pour négocier. Le jeu de la France va être de susciter un contre-pouvoir en quelque sorte au Viet Minh. Ce sera effectivement Bao Dai, l'héritier légitime du trône d'Annam. Et c'est avec lui que sont signés en juin 1948 les accords de la baie d'Along, qui reconnaissent l'indépendance d'un Vietnam, membre en tant qu'État associé de l'Union française qui a vu le jour en 1947. L'année suivante, des accords identiques sont conclus avec le Laos et le Cambodge, reconnus comme États associés. Ces concessions apparentes masquent en fait le maintien du protectorat français sur l'Indochine. La victoire de Mao Tse-tung en Chine, à la fin de 1949, fait basculer le conflit dans une nouvelle dimension, celle de la lutte contre le communisme. Outre une aide matérielle, les communistes chinois offrent un refuge aux troupes du Viet Minh. Ces dernières, sans renoncer à la guérilla, s'engagent dans des opérations plus classiques, grâce à la constitution de grandes unités et à l'habileté tactique de Giap. La guerre donc va être beaucoup plus compliquée que la guerre de Corée, puisque dans le camp de la décolonisation, on trouve les communistes, mais on trouve aussi les nationalistes. Et donc de ce côté-là, il y a le soutien de la Chine, il y a également le soutien de l'URSS. Et du coup, le jeu se complique par le fait que les États-Unis officiellement étaient anticolonialistes, et donc ils ne voyaient pas d'un bon œil la poursuite de la colonisation française en Indochine, mais stratégiquement, ils voyaient bien que l'effondrement de l'Indochine serait la prise du pouvoir par les communistes, donc élargirait la carte des pays rouges. La France, de son côté, reçoit le soutien financier des Américains, qui envisagent désormais le conflit indochinois comme un nouvel épisode de la guerre froide, au même titre que la guerre de Corée. Après une période marquée par plusieurs lourdes défaites à Cao Bang, Lang Son et Lao Khe, l'arrivée du général Delattre comme commandant en chef des troupes d'Indochine en décembre 1950 marque un certain redressement tant militaire que moral. L'ancien chef de la première armée française rentre dès décembre 1951 en France, où il décède peu après. Ses successeurs, les généraux Salan en 1952 et Navarre en 1953, ne parviennent pas à rétablir une situation stratégique compromise et doivent se replier sur la Cochinchine. À la suite de l'armistice de Corée en juillet 1953,
les Américains décident d'engager une négociation globale avec les pays communistes, dans l'espoir de mettre fin aux conflits asiatiques. Pour ce faire, une conférence doit se tenir à Genève en mai 1954. Désireux d'obtenir une victoire décisive afin de pouvoir négocier en position de force, les militaires français conçoivent un plan destiné à obliger le corps de bataille Viet Minh à concentrer ses troupes pour mieux l'écraser. La cuvette stratégique de Dien Bien Phu, dans le Haut-Tonkin, est transformée en véritable camp retranché. Protégé par 3 points d'appui excentrés au nord, Gabrielle, Anne-Marie et Béatrice, et un point au sud baptisé Isabelle, Dien Bien Phu est rapidement encerclé par le corps de bataille Viet Minh, qui, sous la conduite du général Giap, donne l'assaut aux 15 000 hommes des troupes françaises à partir du 13 mars 1954. Après 57 jours et 57 nuits de combats acharnés, la garnison du camp retranché, totalement encerclée et à bout de munitions, est contrainte de rendre les armes le 7 mai 1954 à 17h30. Cette défaite sonne définitivement le glas des ambitions françaises en Extrême-Orient et provoque un choc psychologique considérable dans l'opinion française. La conférence réunie à Genève se conclut par des accords signés par Pierre Mendès France, président du Conseil français, le 21 juillet 1954, qui mettent fin à la guerre d'Indochine. Cette conférence est fameuse parce qu'il y a là les deux belligérants, la France et le Vietnam, mais il y a aussi dans ce contexte de la guerre froide les deux puissances qui sont face à face, États-Unis et URSS, et changement de décor. La Chine est également présente. Donc c'est un moment absolument extraordinaire parce que cette crise a eu un retentissement considérable en France et je dirais pour la première fois depuis le départ du général de Gaulle en 1946, on a un Premier ministre, Pierre Mendès France, qui est une forte personnalité, un peu cassante, mais qui a un programme et qui dit « je vous règle ce problème dans 2 semaines ». Il y a la petite anecdote veut qu'il fallait terminer, je ne me rappelle plus exactement quel jour, mais il fallait terminer à minuit, au bout du 2e ou 3e jour. Pour qu'on termine le mois, il fallait qu'à minuit pile, tout soit signé. Et mon grand-père a obligé tout le monde à rester au sein de cette commission où les choses se discutaient, jusqu'à ce que les choses soient signées. Ils sont restés, je crois, jusqu'à 2 ou 3 heures du matin, mais ils ont antidaté la signature finale, pour qu'elle soit à minuit ou minuit moins 5 et qu'on reste effectivement dans les délais. La raison et la paix l'ont emporté. Après des journées et des nuits de dures négociations, chargées tantôt d'anxiété et tantôt d'espoir, le cessez-le-feu a été signé. Tandis que le Laos et le Cambodge deviennent indépendants, le Vietnam est partagé en 2 États de part et d'autre du 17e parallèle. Au nord, la République démocratique soutenue par la Chine et l'URSS. Au sud, un gouvernement pro-américain. Des élections sont prévues en 1956 en vue de la réunification du pays. Elles n'auront jamais lieu. À partir de 1957, commence l'engrenage politico-militaire qui débouchera sur une seconde guerre d'Indochine opposant communistes et nationalistes pro-américains. La décolonisation manquée de l'Indochine incite le pouvoir politique français à se montrer plus conciliant dans les territoires où l'agitation nationaliste gagne en intensité. Dans le protectorat de Tunisie notamment, les troubles se multiplient depuis 1952. Le 31 juillet 1954, lors de la rencontre de Carthage, Pierre Mendès France reconnaît l'autonomie interne de l'État tunisien. Des négociations sont entamées et aboutissent à l'indépendance totale du nouvel État le 20 mars 1956. La République tunisienne est officiellement proclamée le 25 juillet 1957 et le leader nationaliste Habib Bourguiba en est le premier président. Au Maroc, la France doit également faire face à un mouvement de lutte armée provoquant la guérilla urbaine. À l'été 1955, le gouvernement choisit de négocier avec le sultan Mohamed V, rentré d'un exil forcé. Le statut de protectorat est progressivement aboli et l'indépendance du Maroc est officiellement proclamée le 2 mars 1956. Le recul des gouvernements de la 4e République en Tunisie ne pouvait qu'encourager l'agitation des nationalistes algériens. Ceux-ci, partiellement regroupés au sein d'un Front de Libération Nationale, ou FLN, déclenchent le 1er novembre 1954 une insurrection sur tout le territoire de l'Algérie.
Il réclame l'indépendance nationale par la restauration de l'État algérien et annonce la création d'une armée de libération nationale, l'ALN. Eux ont tiré la leçon. Dien Bien Phu est de 54 et la révolution commence en 54. Bon. Ils se sont dit, ce que les Vietnamiens ont fait, on peut le faire. Bon. Tandis que la 4e République, M. Mitterrand a tenu ce discours guerrier. On ne négocie pas, on fait la guerre. Bon, il a fait la guerre. Et si De Gaulle n'était pas revenu, ça aurait fait comme en Indochine. Ça aurait duré des années et des années jusqu'à un nouveau Dien Bien Phu. Ces événements marquent le début de la guerre d'Algérie. La réaction française se veut d'une exceptionnelle fermeté. Pour les responsables politiques tels Pierre Mendès France ou le ministre de l'Intérieur François Mitterrand, l'Algérie, formée de 3 départements et peuplée par près d'1 million d'Européens, c'est la France. Pourquoi on ne parle pas de la guerre d'Algérie à l'époque? Il faut se rappeler que l'Algérie, ce n'est pas un autre pays que la France, c'est la France. Alors c'est comme si on disait, il y a une insurrection dans la Creuse, est-ce qu'on parlerait d'une guerre si les gendarmes vont réprimer cette insurrection? Alors on aurait pu parler de guerre civile. Je crois surtout que c'était une raison psychologique, c'est que le pouvoir n'avait pas du tout envie de perdre la face et de se sentir justement acculé à une guerre. Et parfois, ne pas dire les mots, ça permet de se cacher la réalité des choses. Vous avez en Algérie les pouvoirs spéciaux. Les pouvoirs spéciaux, on donne à l'armée un pouvoir de police. L'armée n'est pas faite pour la police. L'armée est faite pour faire la guerre. Elle n'est pas faite pour interroger les prisonniers. On refuse aux prisonniers le statut de prisonnier de guerre. Aujourd'hui, on nous dit que c'était la guerre. Mais à l'époque, on appelait ça les événements d'Algérie. Le prisonnier n'avait pas droit à la protection des conventions de Genève et il n'avait pas droit à la protection du malfrat, de droit commun. Le 1er décembre débarquent à Alger les premiers renforts militaires. Les massacres dans le nord constantinois à l'été 1955 conduisent à une intensification du conflit. La politique d'intégration et de réforme prônée par le gouverneur général Jacques Soustelle passe alors au second plan. Le rappel des réservistes et le maintien de plusieurs classes d'appelés sous les drapeaux font passer les effectifs affectés en Algérie de 200 000 à 400 000 hommes en 1956. Cette priorité donnée à l'action militaire se traduit par la transformation progressive de l'Algérie en une véritable province militaire. En 1954, la situation explose. Il y a une série d'attentats commis par des Algériens qui réclament l'indépendance, qui ont un peu accentué leurs revendications, parce que personne ne les écoutait, et qui, à la novembre 1954, déclenchent toute une série d'attentats contre des Français extrêmement meurtriers, et c'est le début d'un engrenage. En 1957, la bataille d'Alger, destinée à faire face au terrorisme urbain, dure plusieurs mois et provoque une escalade de la violence. Le 13 mai, il y a une énorme manifestation des Français d'Algérie à Alger, sur la grande place du Forum. Et ces Français, tout simplement, ont une revendication alors très simple, c'est qu'ils ne veulent pas du nouveau Premier ministre, du nouveau président du Conseil que la France veut mettre à la tête du gouvernement, qui s'appelle Pierre Pflimlin. Il a également un drôle de nom. Et ce Pierre Pflimlin, il a la particularité de s'être prononcé en faveur d'une solution négociée pour l'Algérie. Il n'a pas prononcé le mot d'indépendance. Il a juste dit solution négociée. Mais ça sous-entend que l'on pourrait mettre un terme à la guerre en Algérie en trouvant une solution qui plaise aux indépendantistes. Revenu au pouvoir, à la faveur du mouvement du 13 mai 1958, déclenché par l'armée et les Européens d'Algérie, le général de Gaulle propose vainement au FLN une reddition honorable, la paix des braves. Pourquoi finalement, dès septembre 1959, change-t-il de politique et parle-t-il d'autodétermination? Et pourquoi va-t-il progressivement acheminer l'Algérie vers l'indépendance? Parce qu'il a compris que la guerre d'Algérie était ruineuse pour la France. D'un point de vue financier, c'est un gouffre, et économique, mais également parce qu'elle atteint gravement le prestige de la France dans le monde. En septembre 1959, il reconnaît le droit de l'Algérie à l'autodétermination, avant de se résoudre à ouvrir l'année suivante des pourparlers de paix avec le FLN. Cette problématique algérienne, De Gaulle la résoudra, si je puis dire, par un moyen qui est peut-être contestable, mais qui reste le moyen le plus légitime, qui reste le référendum. Il fait un référendum en disant est-ce que vous le souhaitez ou non rester au sein de la France. Je rappelle entre-temps qu'il a mis en place l'Union française dans cette constitution de 1958 où il met en place effectivement l'équivalent du Commonwealth pour la France, l'Union française. Et à ce référendum, on le sait, eh bien, la réponse sera non.
les Algériens ne souhaitent pas effectivement rester dans cette Union française. Ceux-ci aboutissent finalement en 1962 avec les accords d'Évian qui reconnaissent l'indépendance de l'Algérie. L'Algérie, c'est d'une certaine manière l'histoire d'un amour déçu ou d'occasions manquées avec la France. La première étape, qui doit conduire à la décolonisation de l'Afrique noire française, a lieu 1 an avant la défaite de l'Allemagne nazie à Brazzaville, au Congo. C'est le chef de la France libre, le général de Gaulle, qui la convoque. Elle rassemble, du 30 janvier au 8 février 1944, les gouverneurs généraux et les gouverneurs des colonies françaises d'Afrique noire et de Madagascar, et est présidée par le commissaire national aux colonies, René Pleven. La Seconde Guerre mondiale rend inévitable une transformation profonde des structures coloniales, et le général souligne dans son discours d'ouverture la nécessité d'amener les Africains à participer à la gestion de leurs propres affaires, mais avec une restriction importante: toute possibilité d'autonomie ou de self-government ainsi que toute évolution politique en dehors de la France est à écarter. De Gaulle se retire de la politique en 1946 et entame ce qu'il appelle sa traversée du désert qui va durer 12 ans. Ce sont les événements d'Afrique du Nord et l'émergence des pays du tiers-monde qui contribuent à l'éveil des nationalismes en Afrique noire dans les années 50. Dans les possessions françaises, la marche vers l'indépendance est généralement consécutive d'une démarche progressive et pacifique. À la fin des années 40, ceux qui croient à l'indépendance, c'est quelqu'un comme Léopold Sédar Senghor qui explique que la vocation de l'Afrique est de devenir indépendante un jour. Mais tous ces gens étaient très liés au Parti français. Senghor était très proche de la SFIO. Félix Houphouët-Boigny a été d'abord très proche de Thorez et du Parti communiste, avant de se rallier à l'UDSR, l'Union démocratique et socialiste de la résistance de François Mitterrand. Ils étaient députés au Palais Bourbon ou membres du Conseil de la République, donc sénateurs. Enfin, ils étaient dans la politique française. Et on pourrait même dire qu'ils étaient dans la cuisine de la politique française. Et donc, en fait, c'est la guerre d'Algérie d'une part, et le retour du général de Gaulle d'autre part, qui va précipiter ce mouvement pour l'indépendance. Le processus s'accélère à partir de juin 1956, date à laquelle est votée par le Parlement français la loi cadre Defferre, qui institue une vie politique autonome dans les territoires d'outre-mer. 2 ans plus tard, le général de Gaulle leur offre le choix entre 3 options: le statu quo colonial, la sécession ou l'indépendance, tout en conservant des liens de coopération avec la France. En 1960, toutes les anciennes colonies d'Afrique noire choisissent la dernière solution, à l'exception de la Guinée qui s'est proclamée indépendante dès octobre 1958. Les colonies britanniques d'Afrique noire accèdent elles aussi à l'indépendance au terme d'un processus pacifique. Dès 1957, l'ancien protectorat du Gold Coast retrouve son autonomie, bientôt suivie par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda au cours des années 60. En Afrique anglaise, il y a le fait d'abord que beaucoup de soldats, on voit d'ailleurs aujourd'hui que dans les grandes capitales de l'Afrique anglophone, la plupart des camps militaires s'appellent Burma Camp, camp Birmanie. Donc là, beaucoup de ces soldats ont été en Asie. Donc ils avaient en tête, depuis 1946-47, l'indépendance de l'Inde. Pourquoi les Indiens? Pourquoi pas nous? La plus vaste de toutes les colonies européennes en Afrique, le Congo belge, comme les autres possessions de la Belgique, Rwanda et Burundi, connaissent pour leur part une évolution plus chaotique. Se refusant longtemps à admettre toute idée d'indépendance, les responsables politiques belges favorisent l'émergence au sein de leur empire de mouvements extrémistes dont le leader le plus connu est Patrice Lumumba. Après avoir tenté l'épreuve de force en réponse à de nombreuses émeutes, le gouvernement belge se voit contraint d'accorder l'indépendance à ses possessions coloniales dans un contexte de totale impréparation. Ainsi, le Congo, devenu indépendant en juin 1960, bascule très vite dans des conflits ethniques qui jalonneront toute son histoire pendant plusieurs décennies. Les ultimes soubresauts de la décolonisation interviennent dans les années 70 au sein des provinces portugaises, c'est-à-dire la Guinée-Bissau, le Mozambique, l'Angola et le Cap-Vert. Le Portugal s'épuise à maintenir sa présence sur ces territoires africains jusqu'en 1975.
La décolonisation de l'Empire portugais est non seulement tardive, mais est aussi l'une des plus tragiques. Le gouvernement portugais va se recroqueviller et s'entêter sur un refus total de négociations et va se lancer dans une politique de lutte à mort envers tout mouvement qui tente à critiquer sa domination dans ses colonies. Ce n'est finalement qu'avec l'effondrement de la dictature du général Salazar et l'installation d'une démocratie au Portugal que ces dernières colonies européennes sont émancipées. Des hommes ont été les grands acteurs de cette époque. Qui sont-ils ? Né le 19 mai 1890 dans une des provinces du nord du Vietnam, Ho Chi Minh, qui veut dire celui qui éclaire en vietnamien, est issu d'une famille modeste. Une fois ses études achevées, il part pour l'Europe en 1910. Il séjourne en France et en Angleterre, où il rencontre les dirigeants socialistes de l'époque. Il adhère aux thèses du futur Parti communiste français lors du congrès de Tours en 1920. Après plusieurs voyages en Union soviétique, il fonde en 1930 le PCI, le Parti communiste indo-chinois. Aidé par l'URSS, il développe les réseaux nationalistes au Vietnam. En 1941, il crée la Ligue pour l'indépendance du Vietnam, dont l'abréviation va devenir célèbre, le Viet Minh. Il lutte tout à la fois contre la présence française et l'occupant japonais jusqu'en août 1945. Le 2 septembre 1945, il proclame l'indépendance du pays et la création de la République démocratique du Vietnam. Le retour des forces françaises fin 1945 sous la conduite du général Leclerc crée une situation tendue entre les dirigeants vietnamiens et l'administration française. En 1946, l'échec des négociations de Dalat puis de Fontainebleau plonge le pays dans le conflit. 8 longues années de guerre suivent, avec des revers de fortune pour chaque camp. En mai 1954, la chute du camp retranché de Dien Bien Phu sonne le glas des espoirs français. Ho Chi Minh a gagné. La conférence de Genève partage le Vietnam en 2 entités de part et d'autre du 17e parallèle. Au nord, la République démocratique du Vietnam et au sud, un État indépendant pro-occidental. Il reprend les armes contre les États-Unis à partir de 1963 dans le cadre de la guerre dite du Vietnam. Ho Chi Minh meurt en pleine guerre le 3 septembre 1969, laissant le Vietnam orphelin. L'oncle Ho, comme le baptisent affectueusement ses compatriotes, demeure le père du Vietnam moderne. Né officiellement en 1903 à Monastir, Habib Bourguiba effectue des études de droit à Paris, avant de se lancer en politique au début des années 30. Il adhère ainsi au Parti nationaliste d'Estour, créé en 1920, qui réclame de profondes réformes démocratiques. En mars 1934, il rompt avec ce mouvement et fonde avec d'autres militants son propre parti, le Néo d'Estour, avec pour objectif de conduire son pays à l'indépendance. Il parvient dès 1937 à s'imposer comme le seul leader nationaliste tunisien. Après avoir tenté vainement de négocier avec le gouvernement français, il choisit l'épreuve de force et passe dans la clandestinité. Inculpé en juin 1939 pour conspiration contre la sûreté de l'État et incitation à la guerre civile, Bourguiba est emprisonné en Tunisie puis en France et ne retrouve la liberté qu'en juin 1943. Étroitement surveillé par le gouvernement français à la Libération, il parvient à s'enfuir en Égypte au printemps 1945 et tente de trouver des appuis dans les pays étrangers. L'arrivée de Pierre Mendès France comme président du Conseil fait considérablement évoluer la situation. Par le discours de Carthage du 31 juillet 1954, la France s'engage à reconnaître l'autonomie de la Tunisie. Le 20 mars 1956, le pays devient indépendant, mais Bourguiba n'en prend la tête que le 25 juillet 1957. Après près de 30 ans d'un pouvoir sans partage, il est finalement destitué le 7 novembre 1987 avant de s'éteindre le 6 avril 2000. Né le 2 juillet 1925 à Onaloa, dans ce qui est alors le Congo belge, Patrice Lumumba est le fils d'un paysan pauvre. C'est un élève brillant, fréquentant les établissements catholiques des missionnaires belges. Membre de l'élite africaine locale, il se lance dans la vie politique embryonnaire dans les années 1955-1956 et fonde en 1958 le mouvement national congolais qui revendique l'indépendance.
Arrêté par les autorités belges en janvier 1960 et condamné à 6 mois de prison, Lumumba est libéré quelques jours plus tard pour prendre part aux discussions qui mènent en quelques semaines le Congo à l'indépendance. Son parti ayant obtenu la majorité des sièges aux élections législatives de mai 1960, il devient le premier Premier ministre du Congo indépendant. Mais il doit rapidement faire face à une mutinerie de l'armée congolaise, puis à un conflit de pouvoir avec le président de la République, Joseph Kasavubu, qui ne partage pas son intransigeance nationaliste. Le coup d'État de Joseph Désiré Mobutu en novembre 1960 signe sa chute. Arrêté, il est transféré au Katanga, où il meurt assassiné le 17 janvier 1961. Lumumba fut très regretté par toute la communauté des pays non alignés. Le 17 janvier est depuis lors un jour férié au Congo-Kinshasa, où il est considéré comme un héros. Philippe de Hautecloque naît le 22 novembre 1902 dans une famille de la bourgeoisie picarde. Sorti de Saint-Cyr en 1924, il participe à la fin de la pacification du Maroc en 1926. En 1940, il rejoint le général de Gaulle à Londres pour continuer la lutte avec les forces françaises libres. Afin de protéger sa famille restée en France, il change de nom et se fait appeler Leclerc. En juillet 1944, avec la 2e DB, il débarque en Normandie avant de libérer Paris le 25 août 1944. En août 1945, le général de Gaulle l'envoie en Indochine pour assurer le rétablissement de l'influence française dans cette région du monde après la capitulation du Japon. Il redresse rapidement la situation militaire. Son rôle en Indochine est trop bref, car il est rappelé en France en 1947 pour être nommé inspecteur des forces françaises en Afrique du Nord. Il disparaît le 28 novembre 1947 dans un accident d'avion au-dessus du Sahara, proche de la ville de Colombe-Béchar, au cours d'une inspection de routine. Il est élevé à la dignité de maréchal de France à titre posthume le 23 août 1952. Né le 2 février 1889, Jean Delattre de Tassigny est issu d'une vieille famille bourgeoise du nord de la France. Il rejoint les forces françaises libres à Londres en 1943 à la suite de l'invasion de la zone libre. Delattre représente la France lors de la signature de la capitulation des armées allemandes le 8 mai 1945. En décembre 1950, il part pour l'Indochine comme commandant en chef du corps expéditionnaire français en Extrême-Orient, avec pour mission de renverser le cours des événements en faveur de la France. Habile négociateur, très aimé de ses hommes et excellent tacticien, il parvient à mettre en place une armée nationale sud-vietnamienne et à remporter plusieurs victoires sur les forces armées du général Giap. Épuisé par des années de lutte et très affecté par la mort au champ d'honneur de son fils en Indochine, il rentre en France où il décède le 11 janvier 1952. Celui qui a été surnommé le roi Jean est élevé à la dignité de maréchal de France à titre posthume lors de ses obsèques le 15 janvier 1952. Né à Paris le 11 janvier 1907, Pierre Mendès France devient avocat et s'engage très tôt dans la vie politique. Il est élu député radical-socialiste de Louviers à l'âge de 25 ans. En 1938, il devient sous-secrétaire d'État au Trésor. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, il sert comme officier dans l'armée de l'air, puis rejoint, une fois la défaite consommée, le général de Gaulle à Londres. Commissaire, puis ministre de l'économie du général de Gaulle à partir de 1943, il démissionne en avril 1945 en raison de désaccords sur la politique économique à suivre. En juin 1954, il est appelé à la présidence du Conseil à la suite de la défaite de Dien Bien Phu. Suivant sa formule demeurée célèbre, « Gouverner, c'est choisir », il parvient à régler 2 dossiers brûlants. Il met fin à la guerre d'Indochine par les accords de Genève, tandis qu'il engage le processus de décolonisation des protectorats de la Tunisie et du Maroc. Toutefois, le rejet du projet de Communauté européenne de défense, ou CED, provoque la chute de son gouvernement en février 1955. Il prend par la suite la tête du Parti radical socialiste et devient en 1956 ministre d'État du gouvernement Guy Mollet. Opposé à la politique algérienne de ce dernier, il démissionne en mai 1956. Ses choix politiques, ainsi que son refus d'accepter les institutions de la Ve République, le marginalisent petit à petit. Retiré de la vie publique, Pierre Mendès France s'éteint le 18 octobre 1982 à Paris.
L'avènement à l'indépendance des anciennes populations colonisées trouve son symbole dans la conférence tenue à Bandung, en Indonésie, du 18 au 24 avril 1955. Convoquée à l'invitation de 5 pays asiatiques, l'Inde, l'Indonésie, le Pakistan, Ceylan et la Birmanie, elle réunit 24 autres participants, parmi lesquels les 2 Vietnams, la Chine, le Japon, l'Égypte, la Libye et le Libéria. Les délégués des pays présents, pour la plupart d'anciennes colonies ou protectorats, condamnent à l'unanimité le colonialisme ainsi que la ségrégation raciale et s'accordent sur la nécessité d'une assistance mutuelle dans les domaines techniques et économiques. À cet égard, la conférence de Bandung est marquée par l'émergence du tiers-monde sur la scène internationale. Le leader indien Nehru, soutenu par l'Égyptien Nasser, plaide notamment pour la création d'une 3e force internationale face aux 2 grands, qui regrouperait les pays afro-asiatiques. L'heure est au débat sur le non-alignement et le neutralisme. Mais certains pays, comme le Pakistan ou la Turquie, souhaitent conserver une alliance militaire avec les États-Unis. Un compromis est finalement trouvé avec la rédaction d'une charte sur la coexistence pacifique qui n'exclut pas la possibilité pour les pays signataires de nouer des alliances militaires. Les grands principes issus de la conférence de Bandung peuvent apparaître aujourd'hui comme une préfiguration de certaines préoccupations contemporaines telles que la stabilisation du prix des matières premières, la condamnation des ségrégations raciales ou bien encore le désarmement. On commence à comprendre là ce que M. Védrine exprime un jour dans un propos. Il y a 1 milliard d'Occidentaux et 5 milliards d'autres êtres humains. Il faut en tirer la conséquence. L'accession à l'indépendance est loin d'apporter la paix aux nouveaux États constitués. L'esprit de la conférence de Bandung avait pourtant fait naître de grands espoirs, avec notamment la perspective de la constitution d'un nouvel acteur international, le tiers-monde, se voulant non aligné sur les 2 grands. Mais le rêve d'une solidarité entre les pays d'Afrique et d'Asie n'a pas survécu aux bouleversements internationaux de la période post-coloniale. L'implosion du bloc communiste, le décollage économique de l'Asie et le naufrage économique de l'Afrique ont incontestablement mis un terme à un processus qui, en 1955, avait fait naître de grandes espérances. Par ailleurs, les frontières dans lesquelles s'inscrivent les nouveaux États sont directement issues de la période coloniale. Dans la plupart des cas, en effet, les réalités ethniques, religieuses et historiques n'avaient pas été prises en compte par les Européens. Ces derniers parvenaient par la force à maintenir une cohabitation entre ces diverses populations qui s'avère très rapidement impossible à maintenir. Dans certaines zones comme au Pakistan ou en Indonésie, des conflits ne tardent pas à éclater. Le départ des Européens laisse par ailleurs ces nouveaux États complètement démunis face aux impératifs liés à l'exercice du pouvoir. Ils sont ainsi pratiquement totalement dépourvus de cadres et d'élites capables d'organiser le bon fonctionnement politique et administratif du pays. Ces déficiences débouchent généralement sur une instabilité politique chronique, où l'armée s'impose trop souvent comme la seule force organisée capable d'assurer la cohésion nationale. Je prends un pays comme l'Inde. C'est devenu une des grandes puissances mondiales. La Chine était dans un état de semi-colonie avec ses concessions internationales. Bon. La Chine est devenue aujourd'hui, peut-être dans quelques dizaines d'années, la puissance numéro 1 dans le monde. Les pays africains, c'est plus lent. L'indépendance est arrivée beaucoup plus tard. Mais on ne sait pas. Les jeunes États nés de la décolonisation éprouvent d'énormes difficultés à sortir d'une économie traditionnelle agricole basée sur l'autosubsistance pour mettre en place l'infrastructure et les installations industrielles nécessaires à leur développement. Leurs besoins en capitaux les conduisent très vite à solliciter des aides financières auprès des anciens pays colonisateurs. Ces pratiques ouvrent la voie au phénomène du néocolonialisme, qui s'exerce au profit des grands pays industriels et de certaines de leurs entreprises. Dans ce contexte, les populations des pays émergents continuent à vivre dans une grande misère, qu'une croissance démographique galopante ne fait qu'aggraver.
De manière assez paradoxale, la langue des colonisateurs, qu'il s'agisse du français, de l'anglais ou du portugais, sont très vite devenues les langues de l'unité nationale qui permettent de maintenir la cohésion de ces nouveaux États. En effet, les multiples langues ou dialectes locaux constituaient un facteur grave de désintégration au moment de l'indépendance. Il lui faut tout à la fois sauver ce qui peut l'être de son passé précolonial, tout en réinventant une nouvelle culture nationale. La colonisation a laissé beaucoup de frustration. Donc le sentiment d'avoir été humilié pendant la colonisation, le sentiment d'avoir été exploité pendant la colonisation, cette espèce de désir de revanche qui se manifeste sous plusieurs formes. Alors, l'une des formes littéraires et artistiques, c'est la négritude, de dire vous avez nié nos valeurs, mais nous avons des valeurs effectives. Et une autre forme, ça va être nous sommes tellement différents de vous, puisque vous l'avez dit, que nous allons mener contre vous de vraies batailles. Alors, bataille intellectuelle, bataille culturelle, qui peut devenir une bataille économique, un pays comme l'Inde par rapport à l'Angleterre, mais qui peut devenir aussi un combat politique, quitte à aller jusqu'à des formes d'affrontement. Depuis le XVIe siècle jusqu'au seuil du XXe, le rayonnement et la domination de l'Europe sur le monde n'ont jamais cessé de progresser. Cette suprématie sort affaiblie du premier conflit mondial qui voit émerger dans la plupart des colonies des idées d'émancipation. La Seconde Guerre mondiale fait définitivement perdre aux puissances coloniales le capital de prestige acquis bien souvent par la force. En outre, les deux grands vainqueurs de la guerre, soviétiques et américains, sont hostiles au fait colonial. Les premiers qui prônent la révolution mondiale se présentent comme des champions de l'anticolonialisme. Les seconds défendent le droit des peuples à choisir leur forme de gouvernement. En 1945, le principe de la décolonisation de l'Inde est acquis. En septembre de la même année, le leader communiste indo-chinois Ho Chi Minh proclame l'indépendance du Vietnam. En Indonésie, les indépendantistes menés par Sukarno font de même au moment de la capitulation du Japon. Les puissances coloniales rejettent toute idée d'émancipation et restent convaincus que la perte de leur colonie signifierait la fin de leur statut de grande puissance. Seul le Royaume-Uni est ouvert à des négociations, tout en cherchant à sauvegarder son influence, notamment en matière économique. Dès 1947, l'Inde accède à l'indépendance à l'issue d'un difficile processus qui aboutit à la naissance de deux États, l'Union indienne et le Pakistan. En Birmanie, à Ceylan et en Malaisie, les Britanniques s'efforcent de concilier l'octroi de l'autonomie interne et le maintien de leurs intérêts. La France, comme les Pays-Bas, doivent faire face à des conflits. En Indonésie, les troupes hollandaises mènent des opérations de police qui ne font que reculer l'échéance. En 1954, plus aucun lien ne subsiste entre les Pays-Bas et leur ancienne colonie. En Indochine, l'armée française est engagée dans un conflit localisé qui s'internationalise à partir de 1950 avec le soutien des Chinois au Viet Minh et l'aide financière des Américains à la France. La défaite de Dien Bien Phu sonne le glas de la présence française en Extrême-Orient, tandis que les accords de Genève de juillet 1954 débouchent sur une paix fragile. L'Afrique devient à partir du milieu des années 50 le nouvel espace géographique sur lequel se développe la deuxième grande vague de décolonisation. En 1956, les deux protectorats français du Maroc et de la Tunisie accèdent à l'indépendance. L'Algérie, pour sa part, n'accède à la souveraineté qu'après 8 ans d'une guerre douloureuse et fratricide. A contrario, l'indépendance de l'Afrique noire française résulte d'une démarche relativement pacifique et progressive qui s'achève en 1960. Dans les territoires d'Afrique noire soumis à la domination britannique, le processus de décolonisation s'opère sans heurts. Les séquelles de la colonisation entravent pour de longues années le développement économique des nouveaux États pour lesquels se pose le difficile problème de l'unité. Ich bin ein Berliner. Power that pervades everything. I have a dream.
that pervades everything. I have a dream